Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction l'Afghanistan et plus précisément Kunduz, capitale régionale au nord du pays. Il y a moins d'un an, les talibans frappaient les esprits en s'emparant de cette 5e ville afghane. Une ville qu'ils vont contrôler pendant quelques semaines avant d'être repoussés par l'armée afghane, soutenue par l'aviation et des forces spéciales de l'OTAN. Aujourd'hui, la situation est très fragile et les talibans jamais très loin. Claire Debuisert de France 24 s'est rendue sur place pour faire le point et revenir également sur cette bataille de Kunduz qui a connu un épisode particulièrement dramatique en octobre dernier, le bombardement par l'aviation américaine d'un hôpital administré par Médecins sans frontières, une bavure qui fit 42 victimes. Kunduz, dans l'ombre des talibans, c'est un reportage de Claire Debuisert pour France 24. Sous une chaleur étouffante, ces hommes de l'armée afghane patrouillent dans l'un des districts les plus instables de la province de Kunduz. Nous avons un checkpoint sur cette route. Derrière, il y a les talibans. Et à quelle distance sont-ils ? À 1,5 km. Il y a eu des combats hier matin. Beaucoup d'ennemis ont été tués parce qu'ils ont commencé à venir de notre côté. Les talibans sont tout près et l'ont fait savoir en s'emparant brièvement de la ville de Kunduz l'année dernière. En première ligne face à l'insurrection, une vingtaine de soldats gardent désormais ce poste de contrôle. Les offensives ont repris depuis le printemps. Elles ont fait 5 morts au sein de cette unité qui, pour l'instant, est parvenue à repousser les insurgés. Ils ne peuvent pas reprendre Kunduz. À l'époque, il y avait moins de soldats, mais maintenant nous sommes forts, nous sommes plus nombreux. Et les forces spéciales sont ici aussi. Elles nous soutiennent et elles montent au front quand les talibans approchent trop. Le commandant Moudassar est en poste à Kunduz depuis quelques mois seulement. Après le fiasco de l'année dernière, le gouvernement a renouvelé tout le commandement militaire. Sur ces images tournées avec un téléphone portable, les talibans hissent leur drapeau sur la place principale de Kunduz, la 5e ville du pays. C'était en septembre dernier. Une victoire rendue possible par la désorganisation des forces afghanes. La contre-offensive de l'armée, soutenue par l'aviation américaine, a laissé des traces. Dans la nuit du 3 octobre, un AC-130 bombarde l'hôpital de Médecins sans frontières. Une erreur selon les Américains. 42 personnes, des patients et des membres du personnel sont tués. Passons par là. Le docteur Hachemi était en salle d'opération cette nuit-là. L'hôpital a été entièrement détruit. Nous sommes sortis par cette porte, mais nous avons vu que des balles perdues tombaient ici. Ce n'était pas du tout sûr de marcher ou de courir de ce côté. Donc en entendant ces tirs et puis ces petites explosions, nous avons décidé de nous cacher ici. Et tout le reste était en train de brûler. Le déluge de feu dure environ 1 heure. Entre 2h08 et 3h15 du matin, les urgences et le service de physiothérapie sont touchés à plusieurs reprises, ainsi que les soins intensifs, où les patients sont pris au piège. Ils ne pouvaient pas s'échapper, car ils ne pouvaient pas respirer tout seuls. Ils étaient connectés à des respirateurs. Ils étaient inconscients à ce moment-là. Ici, c'était l'unité de soins intensifs. Le cœur de l'hôpital, la partie la plus importante de l'hôpital. C'était l'unité de soins intensifs la mieux équipée de la région. MSF parle de crimes de guerre. Dans un premier temps, les forces afghanes et américaines s'embourbent dans des explications contradictoires. L'une d'elles est que des talibans armés combattaient depuis l'hôpital cette nuit-là. Une hypothèse toujours rejetée par MSF.
Qui était sur la table d'opération n'est pas important. Quand on ouvre un abdomen, en tant que chirurgien, tout ça c'est pareil. Mais je vous l'affirme, il n'y avait pas de talibans armés, pas de combattants armés. Il n'y avait personne d'armé dans cet hôpital. Le Pentagone a finalement conclu à une succession d'erreurs et 16 militaires ont été sanctionnés. Pas de quoi satisfaire Médecins sans frontières qui réclame une enquête indépendante. Dr Hachemi, lui, espère retravailler bientôt, mais l'ONG française n'a pour l'heure pas décidé de rouvrir à Kunduz. Beaucoup de médecins ont quitté la région au moment du conflit et ne sont pas revenus. Le docteur Gaffar est l'un des rares à faire le chemin en sens inverse. Il vient de Kaboul. Il ne pratique pas la chirurgie de guerre, mais la chirurgie plastique. Ça va? Il est inquiet parce qu'il revoit son médecin. Il va s'en souvenir toute sa vie. Omid, 2 ans, a une grave déformation du palais. Son père n'a pas les moyens de l'emmener se faire soigner à Kaboul. Le docteur Gaffar va l'opérer gratuitement. C'est la 4e fois qu'il vient bénévolement dans cette petite clinique de Kunduz. Mon but principal en pratiquant cette chirurgie, c'est d'aider ces enfants. Ils devraient tous pouvoir avoir un joli sourire. En 3 jours, il a opéré une 15aine d'enfants. Omid est son dernier patient. 1h30 plus tard... Bravo, bravo! Mission accomplie. Le docteur Gaffar a repoussé 3 fois sa visite, à cause des risques. La veille de son arrivée, les talibans ont kidnappé des dizaines de passagers de bus à quelques kilomètres d'ici. Je pensais que moi aussi j'étais en danger, mais j'avais des rendez-vous avec des patients. Alors je leur ai dit que j'allais venir à cette date. Comment est-ce que j'aurais pu les abandonner? Alors il a pris la route, 7 heures depuis Kaboul pour être au rendez-vous. Alors vous êtes content maintenant? Bien sûr, docteur. Je suis content que vous soyez là. Ça nous évite de devoir aller à Kaboul. Tous mes patients vont bien, alors je retourne heureux à Kaboul. Mais avant, le docteur Gaffar veut voir où en sont les travaux de la nouvelle clinique, financée par des donateurs canadiens. Elle est située dans le centre de Kunduz. Si tout va bien, c'est là qu'il opérera lors de sa prochaine venue. Sa principale inquiétude pour l'instant, c'est la proximité des talibans. Ils entrent dans la ville par ici et par d'autres endroits aussi. Si les talibans sont ici, je ne peux pas venir, ce n'est pas possible. Nous avons un gouvernement, nous avons un système. Alors pourquoi devrions-nous soutenir les talibans? Allez, on y va. Le docteur Gaffar repart vers Kaboul, sans savoir à quoi ressemblera Kunduz lorsqu'il reviendra. Pour l'heure, le drapeau afghan flotte au-dessus de la ville. Les forces de sécurité contrôlent le centre et l'aéroport, mais pas au-delà. Alors le gouvernement a eu une autre idée pour contrer la mainmise des talibans. Des agents des services de renseignement nous escortent. À l'entrée de ce village, ces hommes armés ne sont pas des soldats, mais des miliciens. À leur tête, Shir Zahir, un taliban repenti. Ses anciens compagnons d'armes le considèrent comme un traître. Au moment de leur prise de Kunduz, ils ont attaqué ce village et tué 2 de ses fils. Ça, c'est Nakibullah, mon 2e fils. Il était où? Il a été tué chez moi. J'étais dans ma maison, à ce moment-là, je me battais contre eux. Tant que les talibans sont en Afghanistan, je peux dire que ce sont mes ennemis personnels, les ennemis de ce pays et les ennemis de l'islam. Au nom de la lutte contre les talibans, Shir Zahir fait la loi dans ce village qui compte environ 2000 maisons. Ici, c'est lui qui autorise les allées et venues. On se méfie des gens qu'on ne connaît pas. Nos sources nous informent régulièrement que les talibans essaient de venir ici et planifient des attaques suicides contre nous.
Il est à la tête d'une cinquantaine d'hommes, originaires du village ou des alentours. Certains sont très jeunes, mais très motivés. On se bat comme des chiens. Je vous dis la vérité, si les ennemis approchent, on se battra jusqu'au bout. C'est mon pays ici, c'est ma terre. Lourdement armés, ces hommes sont payés par le gouvernement pour tenir les talibans à distance. Les rares habitants que nous croisons se disent satisfaits de la présence de Shir Zahir et de ses hommes. Shir Zahir est quelqu'un de très bien et grâce à lui, c'est calme ici. Difficile de savoir s'ils le pensent vraiment. Ces milices sont régulièrement accusées d'abuser de leur pouvoir. Pourtant, les autorités comptent de plus en plus sur elles pour être les derniers garde-fous face aux insurgés. À Kunduz, la guerre n'est jamais loin et des milliers d'habitants ont déjà fui. Mais certains veulent encore croire au changement. C'est le cas de Zargoul Halimi. Elle est bien connue à Kunduz. Bonjour, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes devant la caméra, et moi on ne me filme pas. C'est l'une des 2 seules femmes membres de l'Assemblée provinciale. Ce matin, elle se rend au département d'éducation, bien décidée à faire bouger les choses. Comment allez-vous? Elle va organiser la formation pour les étudiants qui passeront le concours, l'examen national d'entrée à l'université. C'est une très bonne initiative. Oui, si vous faites quelque chose, ça ira plus vite. Sa notoriété et son mandat d'élu en font une cible de choix pour les talibans, qui traquent tous ceux et celles soupçonnés de travailler avec le gouvernement. Quand les insurgés s'emparent de Kunduz en septembre dernier, un groupe kidnappe son mari pour l'atteindre elle. Grâce à la médiation des aînés de son village, il est relâché le soir même. Merci. Malgré les risques, la députée refuse de partir. On est obligé de rester, on a cette responsabilité sur le dos. Les gens ont voté pour nous. On leur a promis de les servir dans n'importe quelles conditions. On doit tenir la promesse qu'on a faite à notre peuple et à Dieu. Tant que je suis en vie, je continuerai, je n'ai pas le choix. Seule concession, elle et sa famille ont quitté leur district pour s'installer en ville, où la sécurité est meilleure. Aujourd'hui, elle s'inquiète surtout pour l'avenir de ses 5 filles, âgées de 10 à 23 ans. Tina, l'aînée, est policière depuis quelques mois. Un pari osé dans un pays où moins d'1% des policiers est une femme. Kunduz en compte une vingtaine. C'est difficile pour une femme d'être dans la police en Afghanistan, surtout à Kunduz. Les talibans sont nos principaux ennemis. Ils ne veulent pas que les femmes travaillent à l'extérieur, et certainement pas dans la police. Tina et ses sœurs ont grandi avec la présence de l'OTAN et des organisations internationales. Mais la situation ne cesse de se détériorer dans le pays. Et comme beaucoup d'Afghans, Tina n'a aucune confiance dans le gouvernement. Même dans 100, 200 ans, ça n'ira toujours pas. On est une génération sacrifiée, mais pour la génération d'après, ce sera pareil. Je vois comment ça se passe dans la société. Quand je vais au travail, je vois les soldats qui reviennent du front. La situation n'est pas bonne. Ils disent qu'ils n'ont pas de soutien. Moi, je perds espoir. Je ne pense pas que la situation du pays va s'améliorer. En tout cas, pas de sitôt. À la différence de sa mère, Tina aimerait quitter Kunduz et continuer des études à l'étranger, de préférence en Europe. L'Afghanistan se vide de ses forces vives. L'année dernière, près de 200 000 Afghans ont demandé l'asile dans un pays d'Union européenne. Oui, ce sont ces réfugiés que l'on retrouve donc sur les trottoirs des grandes villes européennes aujourd'hui. En plateau avec nous, Claire de Buisère. Bonjour Claire, vous êtes de retour d'Afghanistan. Quelle est la situation actuellement à Kunduz depuis que vous avez tourné ce reportage ? Eh bien, en fait, la situation, elle est toujours volatile, assez instable. C'est-à-dire que les forces afghanes contrôlent bien apparemment la ville même de Kunduz. Mais on se rend compte qu'il suffit d'aller seulement à quelques kilomètres en dehors de la ville pour que la situation soit beaucoup plus instable. Les talibans sont présents dans un certain nombre de villages et ils le font savoir. C'est-à-dire que, par exemple, au mois de juin, ils ont kidnappé des dizaines de passagers de bus sur les routes de cette province. Pendant le mois de Ramadan, il y a des images qui ont circulé qui montraient des combattants talibans en train d'offrir des paniers repas à des villageois. Donc même s'il n'y a pas de combat de grande ampleur en ce moment,
Voilà, ils sont Ils toujours montrent là. leur force et on est dans Ils montrent la qu'ils sont propagande, présents, mais en fait. voilà, qu'ils sont toujours là. C'est aussi un peu une guerre psychologique, parce que c'est aussi montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils sont pas loin. De son côté, l'armée afghane, elle, mène un peu plus des opérations très ciblées dans les districts aux alentours. Alors face à cette menace qui non seulement ne baisse pas, mais a plutôt tendance à croître, les Américains ont annoncé par la voix de Barack Obama le ralentissement du retrait des troupes américaines. Exactement. Donc, il a annoncé effectivement le maintien de 8400 soldats américains en 2017, alors qu'il était prévu qu'il ne soit plus que 5500 à la fin de son mandat. Donc, le président Obama a justifié sa décision en expliquant que la situation sur le terrain en Afghanistan était toujours précaire. De même, dans le même ordre d'idée, au mois de juin, il a été décidé que les troupes américaines allaient pouvoir intervenir directement, car en fait, depuis fin décembre 2014, la mission de combat des forces américaines était terminée. Elles avaient une mission de conseil et d'entraînement des troupes afghanes. Eh bien, il a été donc décidé au mois de juin que les troupes américaines allaient pouvoir intervenir directement. Oui, parce qu'on se rend compte, et c'est Barack Obama lui-même qui le dit, que finalement cette armée afghane n'est absolument pas prête. Et ça pose la question des milices qui se substituent finalement, souvent, en tout cas on le voit dans votre reportage, à cette armée. Oui, dans certains endroits, c'est le cas. Face à la résurgence des talibans, le gouvernement s'appuie en fait sur des milliers de groupuscules armés. Alors ces groupes, ils sont parfois constitués de quelques dizaines d'hommes, parfois c'est quelques centaines de combattants. Le gouvernement en fait s'appuie sur elles, mais ne les contrôle pas pleinement, ce qui pose question parce que parfois ces milices sont accusées d'abuser de leur pouvoir, elles sont accusées parfois d'extorquer, voire de torturer la population. Certaines organisations internationales, comme Human Rights Watch par exemple, a plusieurs fois mis en garde le gouvernement afghan contre ces milices qui menacent la stabilité de l'Afghanistan. Claire de Buisère pour France 24, de retour d'Afghanistan. Merci beaucoup Claire. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.